Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Science. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers le monde fascinant de l'aviation. Des premiers rêves de vol esquissés dans l'imaginaire humain aux machines majestueuses qui nous transportent aujourd'hui à travers les nuages. Au-dessus de nous, en cet instant même, des milliers d'aéronefs tracent des sillons invisibles dans le ciel. Chacun représente un miracle d'ingénierie, emportant des âmes vers des horizons lointains. L'histoire du vol est celle de l'imagination humaine, de rêves qui refusent de rester cloués au sol, de courage et d'innovation qui ont transformé l'impossible en quotidien. Si ces explorations tranquilles vous apportent du réconfort, je vous invite doucement à liker, à vous abonner ou à partager une pensée paisible dans les commentaires. Cela aide d'autres âmes en quête de sérénité à trouver ce havre de calme. Mais pour l'instant, tout ce dont vous avez besoin est de vous détendre, de vous installer confortablement et de laisser le doux bourdonnement de l'histoire aéronautique vous guider vers un sommeil apaisé. Commençons ce rêve de vol. Depuis des millénaires, l'être humain rêve de s'envoler. Bien avant que le premier avion ne quitte le sol, les personnes contemplaient les oiseaux avec émerveillement et nostalgie. Les mythes anciens de toutes les cultures racontent des humains prenant leur envol. Le récit grec d'Icare, qui vola trop près du soleil avec des ailes de plumes et de cire. Les légendes chinoises de chars volants et de tapis magiques. Les peuples autochtones du monde entier observaient les aigles planer et s'imaginaient parmi les nuages. Ce rêve était universel, gravé dans le cœur humain. Pendant des millénaires, le vol demeura une fantaisie, réservée aux dieux et aux créatures mythiques. Pourtant, le désir ne s'est jamais estompé. Les artistes esquissaient des machines impossibles. Les inventeurs construisaient des dispositifs qui échouaient de façon spectaculaire. Pourtant, génération après génération, les regards restaient tournés vers le ciel, les rêves persistaient. La conviction demeurait qu'un jour, les humains rejoindraient les oiseaux dans l'immensité bleue. Léonard de Vinci esquissa des machines volantes au XVIe siècle. Dans l'Italie de la Renaissance, un esprit brillant tourna son attention vers les cieux. Léonard de Vinci, peintre, inventeur et visionnaire, remplit des carnets de dessins minutieux de machines volantes. Ces croquis montraient des ornithoptères, des dispositifs à ailes battantes destinés à imiter les oiseaux. Il étudia l'anatomie des ailes d'oiseaux, mesurant angles et mouvements avec une précision scientifique. Il conçut des parachutes, des hélicoptères et des planeurs, tous des siècles avant que la technologie n'existe pour les construire. Bien qu'aucune de ces machines volantes n'ait été construite de son vivant, ces carnets révélèrent une compréhension profonde des principes qui rendrait un jour le vol possible. Léonard reconnut que la puissance musculaire humaine seule ne suffirait jamais pour un vol soutenu, que la clé résidait dans la compréhension du mouvement de l'air autour des ailes. Ces croquis n'étaient pas de vaines fantaisies, mais des tentatives sérieuses de résoudre l'un des plus anciens mystères de l'humanité. Lorsque ces carnets furent redécouverts des siècles plus tard, les pionniers de l'aviation trouvèrent l'inspiration dans ces observations détaillées et ses dessins élégants. Le premier vol réussi ne dura que 12 secondes. Par une froide matinée de décembre 1903, sur les dunes venteuses de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, deux frères originaires de l'Ohio accomplirent ce qui avait échappé à l'humanité pendant des millénaires. Orville et Wilbur Wright, mécaniciens de vélo sans formation d'ingénieur formel, lancèrent leur fragile aéronef dans le vent. Ce premier vol ne couvrit que 120 pieds, restant en l'air pendant seulement 12 secondes. C'était plus court que l'envergure d'un avion de ligne moderne. Pourtant, en ces 12 secondes, tout changea. Les frères Wright n'avaient pas simplement construit une machine capable de quitter le sol. Beaucoup y étaient parvenus. Ils avaient construit une machine qui pouvait être contrôlée dans les airs, qui répondait aux commandes du pilote, qui pouvait être dirigée et équilibrée. Ce fut la percée cruciale. En quelques heures, ils effectuèrent 3 autres vols ce jour-là, le plus long durant 59 secondes et couvrant 852 pieds. Lorsqu'ils retournèrent à leur atelier, ils surent qu'ils avaient ouvert une porte qui ne se refermerait jamais. L'ère du vol avait commencé. Les frères Wright étaient mécaniciens de vélo, non ingénieurs diplômés. Ce que les frères Wright ont accompli devient encore plus remarquable lorsque l'on considère leur parcours. Ils n'avaient pas fréquenté l'université. Ils ne possédaient aucun diplôme en physique ou en mathématiques. Ils tenaient un modeste atelier de vélo à Dayton, dans l'Ohio, réparant et vendant des vélos aux clients locaux.
Mais il possédait quelque chose de peut-être plus précieux qu'une éducation formelle, une curiosité insatiable et une patience méthodique. Ils lurent tout ce qu'ils purent trouver sur les tentatives antérieures de vol. Ils écrivirent à des experts, posant des questions. Ils construisirent une soufflerie dans leur atelier pour tester des conceptions d'ailes, menant des milliers d'expériences. Ils apprirent qu'une grande partie de la sagesse acceptée sur le vol était tout simplement erronée. Là où d'autres avaient échoué par des essais et erreurs téméraires, les frères Wright réussirent grâce à une observation attentive et des tests systématiques. Ils comprirent que le vol nécessitait de résoudre non pas un, mais 3 problèmes: la portance, le contrôle et la propulsion. Leur expérience dans les vélos s'avéra en fait utile, car contrôler un vélo requiert un équilibre et une coordination similaires à ceux nécessaires pour contrôler un aéronef. Ils prouvèrent que le génie n'exige pas de titre, seulement du dévouement et le courage de remettre en question ce que tout le monde suppose impossible. Les premiers pilotes volaient sans instrument, naviguant à vue seule. Imaginez grimper dans un cockpit ouvert, le vent fouettant votre visage, avec rien d'autre que vos yeux pour vous guider. Les premiers pilotes n'avaient aucun altimètre pour leur indiquer leur altitude, aucun indicateur de vitesse, aucune boussole ni radio. Ils volaient au feeling, littéralement, sentant les vibrations de l'aéronef à travers le siège en bois, jugeant la vitesse par la sensation du vent, estimant l'altitude en regardant le sol en contrebas. La navigation signifiait suivre les routes, les voies ferrées et les rivières, des repères visibles depuis les airs. Se perdre était courant. Tomber en panne d'essence était une préoccupation constante. Le temps pouvait changer soudainement et sans instrument. Les pilotes devaient compter entièrement sur ce qu'ils pouvaient voir et ressentir. Atterrir signifiait trouver un champ approprié et espérer qu'il soit suffisamment lisse. Ces pilotes n'étaient pas des casse-cou téméraires, bien que beaucoup fussent d'un courage au-delà de toute mesure. Ils étaient des explorateurs d'une nouvelle frontière, apprenant par l'expérience ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait. Chaque vol ajoutait à la connaissance collective de l'aviation, posant les fondations de tout ce qui suivrait. Le premier avion ne transportait aucun passager, seulement le pilote. Lorsque le Wright Flyer décolla des sables de Kitty Hawk, il ne transportait qu'une seule personne, le pilote allongé à plat sur l'aile inférieure, contrôlant l'aéronef avec des leviers et des mouvements de hanches. Il n'y avait pas de place pour des passagers, pas de soute à fret, à peine assez d'espace pour un être humain et le moteur. L'aéronef entier ne pesait que 600 livres. Son moteur, construit à la main dans l'atelier des frères Wright, produisait seulement 12 chevaux, moins puissant que de nombreuses tondeuses à gazon modernes. Le pilote ne pouvait pas s'asseoir droit, mais devait rester allongé pour réduire la résistance de l'air. Ce premier avion n'était pas un véhicule de transport, mais une preuve de concept, une démonstration que le vol motorisé contrôlé était possible. Il faudrait des années avant que les aéronefs ne puissent transporter des passagers ou du fret, des années de raffinement et de redesign, de moteurs plus puissants et d'ailes plus efficaces. Mais ce premier vol, transportant seulement une âme courageuse, prouva que le rêve était réel, que les humains pouvaient voler. Volèrent était extrêmement dangereux dans les premiers temps. Les pionniers de l'aviation savaient qu'ils risquaient leur vie chaque fois qu'ils grimpaient dans leurs machines fragiles. Les moteurs tombaient en panne fréquemment. Les ailes se brisaient sous la contrainte. Les pilotes s'écrasaient dans des arbres, des bâtiments et le sol. Il n'y avait aucune réglementation de sécurité, aucun programme de formation, aucune procédure d'urgence. On apprenait à voler en volant, et beaucoup payèrent leur éducation de leur vie. Harriet Quimby, la première femme américaine à obtenir une licence de pilote, mourut lorsqu'elle fut éjectée de son aéronef lors d'un vol de routine. Eugene Ely, qui réalisa le premier atterrissage sur un navire, mourut dans un crash lors d'un meeting aérien. La liste des premiers aviateurs qui périrent est longue et sobre. Pourtant, malgré le danger, les gens continuaient à voler. Ils savaient qu'ils construisaient quelque chose d'important, créant une nouvelle forme de transport qui deviendrait un jour courante. Les risques qu'ils prirent, le courage qu'ils montrèrent, ouvrirent la voie au transport aérien sûr et fiable que nous connaissons aujourd'hui. Chaque caractéristique de sécurité sur les aéronefs modernes, chaque réglementation et procédure, découla de leçons apprises à travers la tragédie et le sacrifice. Le premier vol à travers la Manche captiva le monde. En 1909, seulement 6 ans après le premier vol des frères Wright,
un aviateur français nommé Louis Blériot accomplit quelque chose qui attira l'attention mondiale. Il traversa la Manche de la France vers l'Angleterre, une distance d'environ 22 miles au-dessus d'eaux ouvertes. Le vol dura 37 minutes dans un petit monoplan, avec un moteur qui fonctionnait à peine. La traversée était périlleuse, sans moyen d'atterrir si le moteur tombait en panne, et sans secours s'il s'écrasait dans les eaux froides en contrebas. Blériot navigua à la boussole et à l'instinct, volant à travers le brouillard et gérant la surchauffe du moteur. Lorsqu'il aperçut enfin les falaises blanches de Douvres et atterrit dans un champ près du château de Douvres, il devint une célébrité internationale du jour au lendemain. Son accomplissement prouva que les aéronefs pouvaient être utilisés pour des voyages pratiques, qu'ils n'étaient pas de simples curiosités de foire. Les journaux du monde entier déclarèrent que la Grande-Bretagne n'était plus une île isolée, que l'ère de la communication aérienne était arrivée. Les stratèges militaires comprirent immédiatement les implications. La Manche qui avait protégé l'Angleterre pendant des siècles pouvait désormais être traversée en quelques minutes. La poste aérienne commença à transporter des lettres sur de vastes distances plus rapidement que les trains. Avant le courrier électronique, avant que les téléphones ne deviennent omniprésents, les lettres étaient la principale forme de communication à longue distance. Et faire parvenir le courrier d'un endroit à un autre rapidement est un défi. Les premières expériences avec la poste aérienne commencèrent dans les années 1910 avec des pilotes transportant des sacs de lettres sur des routes expérimentales. Le service était peu fiable au début, avec des crashs fréquents et du courrier perdu, mais la vitesse était révolutionnaire. Une lettre qui mettrait des jours ou des semaines par train pouvait être livrée en quelques heures par avion. Dans les années 1920, des routes régulières de poste aérienne sillonnaient l'Amérique et l'Europe. Les pilotes volaient à travers l'obscurité, les tempêtes et le brouillard pour livrer leurs précieux chargements. Ils suivaient des lignes de feux de joie allumées le long des routes, des balises de navigation primitives pour les guider à travers la nuit. Les pilotes de la poste aérienne figuraient parmi les plus grands héros de l'aviation, volant des routes dangereuses par tous les temps, pionniers des chemins qui deviendraient les voies aériennes de l'aviation moderne. Le service de poste aérienne devint le fondement de l'aviation commerciale, prouvant que les aéronefs pouvaient fournir un service fiable et programmé. En mai 1927, un jeune pilote du Minnesota s'installa dans un appareil exigu nommé le Spirit of Saint-Louis. Il décolla de New York, cap à l'est, vers l'immensité silencieuse de l'océan Atlantique. Âgé de 25 ans, relativement inconnu, il tentait ce que beaucoup considéraient comme une entreprise suicidaire. L'océan avait déjà réclamé plusieurs vies, celles d'aviateurs courageux qui s'étaient perdus dans les brumes et les vents changeants. Lindbergh vola seul, sans radio, sans copilote, luttant contre la fatigue lourde et les visions pendant 33 heures et demie. Il emportait simplement quelques provisions et une gourde d'eau. Il devait rester éveillé, concentré, naviguant à la boussole et aux étoiles scintillantes. Lorsqu'il aperçut enfin les lumières de Paris et posa son aéronef sur le terrain du Bourget, une foule immense l'accueillit dans la fraîcheur nocturne. Son exploit fit de lui une légende vivante. Mais au-delà de la gloire, il prouva que le vol transatlantique était réalisable, que les machines pouvaient relier les continents, rapprochant les peuples et ouvrant un chapitre nouveau dans l'histoire des connexions humaines. Ce fut un saut dans l'inconnu qui devint un pont vers l'avenir. 5 années plus tard, Amelia Earhart releva le même défi avec une détermination tranquille. Déjà passée à travers l'Atlantique en tant que passagère, elle désirait ardemment accomplir la traversée en tant que commandante de bord. En mai 1932, elle décolla de Terre-Neuve aux commandes d'un Lockheed Vega rouge étincelant. Elle affronta un temps épouvantable, des pannes d'équipements successives et de la glace se formant lentement sur les ailes. Son altimètre tomba en panne, la laissant incertaine de sa hauteur au-dessus des vagues sombres. Des flammes jaillirent d'un collecteur d'échappement fissuré, illuminant brièvement l'habitacle. Malgré tout, elle persévéra avec une grâce silencieuse, atterrissant finalement dans un pâturage d'Irlande du Nord après près de 15 heures de vol solitaire. Elle devint une icône mondiale, la preuve lumineuse que les femmes pouvaient accomplir les mêmes exploits que les hommes dans ce domaine naissant. Earhart continua de repousser les limites jusqu'à sa disparition mystérieuse. Son héritage inspira des générations entières de pilotes,
rappelant que le ciel s'offre à ceux qui osent le défier avec patience. Lorsque le transport commercial de passagers débuta dans les années 1920 et 30, voler n'avait rien de l'expérience douillette que nous connaissons aujourd'hui. Les aéronefs étaient petits, accueillant tout au plus une douzaine de voyageurs installés sur des sièges en osier vissés au sol. Aucune isolation phonique n'était présente, si bien que le grondement des moteurs résonnait comme un tonnerre continu. Les passagers portaient des casques en cuir et des lunettes de protection, car les cabines n'étaient ni pressurisées ni chauffées. L'air froid s'infiltrait par les interstices des hublots et des portes. Le vol était saccadé, l'appareil rebondissant dans chaque poche de turbulence, comme un esquif sur une mer agitée. De nombreux vols ne proposaient ni toilettes ni service à bord, seulement quelques boîtes repas distribuées à la hâte. Les trajets étaient lents, ponctués de multiples escales pour ravitailler les réserves. Traverser les États-Unis prenait plus d'une journée, avec des arrêts nocturnes improvisés. Pourtant, les voyageurs acceptaient ces inconforts avec résilience, car l'avion restait plus rapide que toute autre alternative. C'était une aventure, un aperçu tangible du futur, valant chaque secousse et chaque frisson. Ces premiers passagers étaient des pionniers silencieux, confiant leur vie à une technologie à peine sortie de l'enfance, guidée par la curiosité et l'espoir. En 1935, la Douglas Aircraft Company présenta un appareil qui allait tout transformer, le DC-3 ou Dakota dans sa version militaire. Ce n'était pas le premier avion de ligne, mais il fut le premier véritablement réussi. Il pouvait transporter 21 personnes dans un confort relatif, voler suffisamment vite pour rivaliser avec les trains et fonctionner de manière rentable sans subvention gouvernementale. Les compagnies aériennes du monde entier l'adoptèrent, l'utilisant pour établir des routes à travers les continents. L'appareil se révélait fiable, facile à entretenir et indulgent pour les pilotes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, l'armée en commanda des milliers, les utilisant pour transporter des troupes, du matériel et des blessés. Des DC-3 larguèrent des parachutistes le jour du débarquement, ravitaillèrent des unités à travers le Pacifique et servirent sur tous les fronts. Après la guerre, les surplus militaires inondèrent le marché, permettant aux compagnies civiles de se développer rapidement. Beaucoup de DC-3 volent encore aujourd'hui, plus de 80 ans après leur construction, témoignant d'une conception robuste et intemporelle. Ce seul modèle fit plus pour démocratiser le vol que n'importe quel autre, posant les fondations solides d'un réseau mondial qui ne cesserait plus de grandir. Les premiers emplois militaires de l'aviation remontent à la Première Guerre mondiale. Lorsque le conflit éclata en Europe en 1914, les aéronefs n'étaient encore que des curiosités. Vieux d'à peine une décennie, les chefs militaires les considéraient initialement comme des jouets, utiles peut-être pour la reconnaissance, mais pas pour le combat sérieux. Les premiers pilotes survolaient simplement les lignes ennemies, observant les mouvements de troupes et rapportant leurs observations. Parfois, des pilotes de camps opposés se saluaient de la main en se croisant dans les airs. Une brève période de courtoisie chevaleresque. Mais cette phase paisible ne dura pas longtemps. Les aviateurs commencèrent à emporter des pistolets, puis des fusils, tirant sur les appareils adverses. Rapidement, des mitrailleuses furent fixées au fuselage, synchronisées pour tirer à travers les hélices en rotation sans les endommager. Les avions commencèrent à larguer des bombes, à attaquer les troupes au sol, à s'engager dans des combats aériens appelés dogfights. À la fin du conflit, l'aviation était passée du stade d'expérience curieuse à celui d'outils militaires essentiels. Les leçons tirées des combats sur l'aérodynamique, la performance des moteurs et les tactiques accélérèrent la technologie aéronautique de plusieurs décennies, ouvrant la voie à une nouvelle ère de conquête des cieux. Parmi tous les pilotes qui traversèrent le ciel de la Grande Guerre, aucun n'atteignit une renommée aussi durable que Manfred von Richthofen, connu sous le nom du Baron Rouge. Il peignit son appareil d'un rouge éclatant, se rendant instantanément reconnaissable pour amis et ennemis. Richthofen fut crédité de 80 victoires confirmées, plus qu'aucun autre pilote du conflit. Il n'était pas téméraire, mais méthodique, étudiant les tactiques, choisissant ses batailles avec soin, formant les pilotes sous son commandement. Il dirigea une escadrille surnommée le cirque volant, car leurs avions aux couleurs vives semblaient voyager de lieu en lieu comme une caravane festive. Le Baron Rouge devint une légende des deux côtés du conflit,
respecté par des ennemis qui le pleurèrent lorsqu'il fut finalement abattu en avril 1918, quelques mois seulement avant la fin de la guerre. Il n'avait que 25 ans. Son triplan Fokker rouge devint un symbole enduring du combat aérien primitif, d'une époque où la compétence individuelle et le courage comptaient plus que la technologie pure, où les affrontements dans les airs conservaient des traces de chevalerie médiévale, même au milieu du chaos industriel. Son héritage résonne encore comme un écho lointain dans l'histoire de l'aviation. Si vous imaginez un avion ancien, vous pensez probablement à un biplan, avec deux ensembles d'ailes superposées, reliés par des entretoises en bois et des haubans métalliques. Ce design domina les débuts de l'aviation, car il offrait une résistance structurelle sans excès de poids. Les ailes doivent être suffisamment solides pour supporter le poids de l'appareil pendant le vol. Et les matériaux de l'époque, comme le bois, la toile et le fil d'acier, n'égalaient pas la résistance des alliages modernes. Avoir deux ailes aubanées ensemble créait une structure rigide capable de résister aux contraintes du vol. La double voilure générait également plus de portance, permettant aux appareils de décoller de terrains courts et accidentés. Mais les biplans présentaient aussi des inconvénients. Toutes ces entretoises et ces haubans créaient de la traînée, une résistance qui ralentissait l'appareil et gaspillait la puissance du moteur. À mesure que les moteurs gagnaient en puissance et que les matériaux s'amélioraient, les concepteurs commencèrent à construire des monoplans, des avions à une seule aile. Ceux-ci étaient plus rapides et plus efficaces, remplaçant graduellement les biplans dans les services commerciaux et militaires. Pourtant, les biplans conservèrent un charme intemporel, un lien avec les jours romantiques de l'aviation naissante, et certains volent encore aujourd'hui, portés par des passionnés qui chérissent leur histoire. Les premiers avions semblaient incroyablement fragiles aux yeux modernes. Leur structure était construite en bois, généralement en épicéa pour son alliance parfaite de légèreté et de résistance, soigneusement assemblée avec de la colle et des vis. Sur ce squelette en bois, les artisans tendaient de la toile, typiquement du lin ou du coton, puis l'enduisaient de vernis durcisseur, un produit qui tendait le tissu et le rendait partiellement imperméable. Les ailes, le fuselage, les gouvernes, tout n'était que toile sur bois. Ces appareils étaient délicats, vulnérables aux intempéries, à l'humidité et aux manipulations brusques. La toile pouvait se déchirer sous des vents violents. Le bois pouvait pourrir ou se fendre. Pourtant, ces matériaux étaient tout ce qui existait, et des artisans qualifiés apprirent à construire des machines remarquablement capables à partir d'eux. Le bruissement de la toile dans le vent, le craquement des jointures en bois, l'odeur du vernis qui séchait, ces expériences sensorielles définirent l'aviation primitive. À mesure que la technologie progressa, le métal commença à remplacer le bois et la toile, d'abord l'aluminium, puis des alliages avancés. Mais l'ère du tissu et du bois conserve une place spéciale dans l'histoire aéronautique, un temps où les avions étaient construits plus comme des instruments de musique que comme des machines, façonnées à la main avec soin. Pendant des décennies, tous les avions furent propulsés par des hélices entraînées par des moteurs à piston, similaires à ceux des automobiles, mais plus grands et plus puissants. Ces moteurs atteignaient naturellement des limites de vitesse et d'altitude. Les hélices devenaient inefficaces à mesure que les appareils approchaient la vitesse du son. À la fin des années 1930, des ingénieurs en Allemagne et en Grande-Bretagne commencèrent à expérimenter un moteur radicalement nouveau, le turboréacteur. Au lieu d'utiliser des pistons et des hélices, les réacteurs fonctionnaient en aspirant de l'air, en le comprimant, en le mélangeant avec du carburant et en l'ignitant, puis en expulsant les gaz chauds vers l'arrière pour créer une poussée. Les Allemands firent voler le premier chasseur à réaction opérationnelle, le Me-262, en 1944. Les Britanniques développèrent le Gloster Meteor à peu près à la même époque. Ces appareils étaient plus rapides que tout ce qui existait dans le ciel, mais ils arrivèrent trop tard pour modifier l'issue de la guerre. Après 1945, la technologie des réacteurs progressa rapidement. Les avions à réaction pouvaient voler plus haut, plus vite et plus loin que leurs prédécesseurs à hélices. En 2 décennies, les réacteurs avaient pris le contrôle de l'aviation militaire et commençaient à dominer l'aviation commerciale. L'ère du jet était arrivée, apportant avec elle un nouveau souffle de puissance et de possibilités. À mesure que les avions approchaient la vitesse du son, environ 1220 km/h au niveau de la mer,
des phénomènes étranges survenaient. Les commandes devenaient difficiles à actionner. Les ailes tremblaient violemment. Certains appareils se désagrégeaient en plein vol. Les pilotes appelaient cela le mur du son, et beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'une limite absolue que les avions ne pourraient jamais franchir. Les aérodynamiciens comprenaient le problème. À des vitesses supersoniques, l'air se comporte différemment, créant des ondes de choc capables de détruire une cellule. Mais le 14 octobre 1947, un jeune pilote d'essai nommé Chuck Yeager monta à bord d'un avion expérimental à propulsion fusée, le X-1, et fut largué depuis un bombardeur à haute altitude. Il alluma le moteur fusée et accéléra, de plus en plus vite, jusqu'à ce que soudain les secousses cessent. Le vol devint lisse, et les instruments indiquèrent qu'il volait plus vite que le son. Il avait franchi la barrière. Le bang sonique créé par son appareil fut entendu au sol. Ce qui semblait impossible était désormais accompli. En quelques années, le vol supersonique devint une routine pour les avions militaires. Le mur du son n'était pas un mur, mais un seuil, une porte que le courage et l'ingénierie pouvaient ouvrir ensemble, transformant à jamais notre compréhension de la vitesse et des limites physiques. Lorsque les avions à réaction entrèrent en service commercial à la fin des années 1950 et au début des années 60, voler se transforma d'aventure en luxe. Des appareils comme le Boeing 707 et le Douglas DC-8 pouvaient transporter plus de 100 passagers dans des cabines spacieuses. Les compagnies aériennes rivalisaient pour offrir le service le plus élégant, avec des repas gastronomiques servis sur porcelaine fine, du champagne offert gracieusement et des hôtesses de l'air vêtues d'uniformes signés par de grands couturiers. Les sièges étaient larges et confortables, avec un espace généreux pour les jambes. Les passagers s'habillaient avec élégance pour leur vol. Les hommes en costume, les femmes en robe et talons, traitant le voyage aérien comme une occasion spéciale. Les billets étaient coûteux, accessibles seulement aux plus fortunés, ou aux voyageurs d'affaires bénéficiant de notes de frais. Mais pour ceux qui pouvaient se le permettre, voler était glamour, une expérience aussi mémorable que la destination elle-même. Les avions disposaient de salons où les passagers pouvaient socialiser, parfois même de bars avec piano. La vitesse des réacteurs rendit le monde soudainement plus petit. New York à Los Angeles prenait 5 heures au lieu de 12. Londres à New York, 7 heures au lieu de 18. Le monde rétrécissait et il le faisait avec style. En 1969, Boeing présenta un appareil si imposant qu'il semblait impossible. Le 747, surnommé le Jumbo Jet, possédait 2 allées dans sa cabine passager, pouvait transporter plus de 400 personnes et arborait une bosse emblématique sur le pont supérieur, qui lui donnait un profil instantanément reconnaissable. Les compagnies aériennes étaient sceptiques au départ. Elles craignaient qu'il fût trop grand, qu'elles ne parviendraient jamais à remplir tous ses sièges. Mais le 747 leur donna tort. Il rendit les voyages internationaux abordables pour des millions de personnes, transporta du fret à travers les océans et devint l'épine dorsale de l'aviation longue distance pendant des décennies. La taille du 747 permit aux compagnies d'offrir des tarifs plus bas tout en restant rentables. Pour la première fois, les gens ordinaires purent s'offrir des vols vers d'autres continents. Le pont supérieur devint célèbre pour son luxe première classe, avec salon et lit. L'appareil était également remarquablement fiable, capable d'effectuer des routes transocéaniques avec seulement 2 pilotes. Le 747 changea ce qui était possible en aviation, prouvant que plus grand pouvait effectivement signifier meilleur. À mesure que l'aviation mûrit, la concurrence entre compagnies aériennes s'intensifia et les coûts diminuèrent. Le transport aérien devint lentement accessible à davantage de personnes. Dans les années 1970, la déréglementation aux États-Unis permit à de nouvelles compagnies d'entrer sur le marché, rivalisant sur les prix. Des transporteurs à bas coût émergèrent, offrant un service de base à des tarifs réduits. Les avancées technologiques rendirent les appareils plus efficaces, consommant moins de carburant par passager. Les avions plus grands répartirent les coûts sur davantage de sièges. Progressivement, voler se transforma de luxe en utilité, d'occasion spéciale en moyen de transport pratique. Les familles commencèrent à prendre des vacances par avion. Les étudiants rentraient chez eux pour les fêtes. Les voyages d'affaires s'étendirent à mesure que les entreprises envoyaient davantage d'employés à des réunions à travers le pays. Dans les années 1980, des millions de personnes volaient,
qui n'avaient jamais mis les pieds dans un avion auparavant. La démocratisation du vol accomplit les rêves des premiers pionniers, rendant le ciel accessible non seulement aux riches, mais à tous. Aujourd'hui, des milliards de passagers volent chaque année, traitant cela avec la même désinvolture que prendre un bus. Ce qui était autrefois magie est devenu banal, pourtant non moins miraculeux pour son ordinarité, tandis que la majeure partie de l'aviation commerciale se concentrait sur l'efficacité et la capacité. Un appareil poursuivit la pure vitesse. Le Concorde, un projet conjoint franco-britannique, entra en service en 1976 en tant que seul avion de ligne passager supersonique au monde. Il pouvait croiser à 2 fois la vitesse du son, réduisant considérablement les temps de vol. Londres à New York prenait un peu plus de 3 heures au lieu de 8. L'appareil était magnifique, avec un fuselage élancé et des ailes delta gracieuses. Voyager sur Concorde était une expérience exclusive, avec des billets coûtant plusieurs milliers de dollars. Les passagers pouvaient observer le compteur de Mach tandis que l'appareil accélérait à travers la barrière du son, apercevoir la courbure de la Terre à travers de petits hublots et arriver avant d'être parti en termes de fuseaux horaires traversés. Mais le Concorde ne fut jamais économiquement viable. Il était coûteux à exploiter, ne pouvait transporter que 100 passagers et ses bancs soniques restreignaient les zones où il pouvait survoler les terres. Après un accident tragique en 2000 et l'arrêt des vols en 2003, aucun avion de ligne supersonique ne vole aujourd'hui. Mais le Concorde demeure un symbole de l'ambition aéronautique, de ce qui est possible lorsque la vitesse compte plus que le coût. Les avions de ligne modernes sont incroyablement efficaces en carburant. Les appareils commerciaux d'aujourd'hui sont des merveilles d'ingénierie en matière d'efficacité. Un avion de ligne moderne peut transporter des centaines de passagers sur des milliers de kilomètres, tout en consommant moins de carburant par personne que la plupart des automobiles. Cette efficacité résulte de décennies de raffinement. Les moteurs sont devenus extraordinairement sophistiqués, extrayant un maximum d'énergie de chaque goutte de carburant. Les ailes sont façonnées avec des courbes conçues par ordinateur qui réduisent la traînée. Les appareils sont construits à partir de matériaux avancés, composites en fibres de carbone et alliages d'aluminium qui offrent résistance avec un poids minimal. Même les petits détails comptent. Des peintures spéciales réduisent la friction. Les winglets, ces petites ailettes verticales aux extrémités des ailes, réduisent les tourbillons qui gaspillent de l'énergie. Les compagnies calculent soigneusement les routes, altitude et vitesse pour minimiser la consommation de carburant. Le résultat est que l'aviation moderne, malgré le déplacement de millions de personnes quotidiennement, a un impact environnemental plus faible par passager-kilomètre que de nombreuses autres formes de transport. Les ingénieurs continuent de pousser vers une efficacité encore plus grande, concevant des appareils avec des moteurs encore plus avancés, des matériaux plus légers et une meilleure aérodynamique. L'objectif est de rendre le vol durable, de permettre au rêve humain du transport aérien de perdurer tout en protégeant la planète, qui rend tous les rêves possibles. L'un des faits les plus rassurants de l'aviation est la capacité remarquable des appareils à planer. Si tous les moteurs tombaient en panne, ce qui est extraordinairement rare, un avion de ligne commerciale ne tombe pas du ciel comme une pierre. Il devient un planeur, capable de descendre lentement et de manière contrôlée vers un atterrissage. Un avion de ligne typique en altitude de croisière, environ 10 000 mètres, peut planer approximativement 160 km avant d'atteindre le sol. Les pilotes s'entraînent intensivement pour ce scénario, pratiquant les procédures de perte de moteur dans des simulateurs. Il y a eu des incidents réels où des appareils ont perdu toute puissance moteur, pourtant ont atterri en toute sécurité. En 2001, un vol Air Transat est tombé en panne de carburant au-dessus de l'Atlantique, mais a plané jusqu'à un atterrissage sécurisé aux Açores, parcourant plus de 120 km sans puissance. En 2009, le vol US Airways 1549 a perdu ses 2 moteurs après avoir heurté des oiseaux, mais a été piloté en planée jusqu'à un atterrissage en toute sécurité sur le fleuve Hudson à New York. Ces incidents, bien que terrifiants pour ceux à bord, démontrent à quel point les appareils sont bien conçus et à quel point les pilotes modernes sont compétents. La capacité à planer offre une marge de sécurité, du temps pour les pilotes pour résoudre les problèmes ou trouver un endroit pour atterrir, l'assurance que même dans les pires scénarios, les appareils peuvent être contrôlés. La personne assise dans le cockpit de votre vol
a suivi une formation approfondie, bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Elle commence par une formation de base au pilotage, apprenant à voler de petits avions monomoteurs, maîtrisant les décollages, atterrissages, navigation et procédures d'urgence. Puis vient une formation plus avancée sur des appareils plus grands avec des systèmes plus complexes. Les pilotes doivent accumuler des milliers d'heures de vol avant que les compagnies aériennes ne les embauchent. Une fois embauchés, la formation continue. Ils apprennent le type d'appareil spécifique qu'ils piloteront, passant des semaines en école au sol à étudier les systèmes, puis davantage de semaines en simulateur de vol, pratiquant les procédures normales et d'urgence. Ils s'entraînent pour des scénarios qu'ils espèrent ne jamais affronter. Panne de moteur, incendie, problèmes électriques, conditions météorologiques extrêmes. Cette formation se poursuit tout au long de leur carrière, avec des sessions récurrentes en simulateur tous les quelques mois. Les pilotes doivent également subir des examens médicaux réguliers et des vérifications de compétences. Au moment où un pilote vole sur un avion de ligne moderne, il a probablement passé 10 000 heures ou plus dans des appareils, rencontré d'innombrables situations et été formé pour gérer presque tout. Cette préparation approfondie rend le vol l'une des formes de transport les plus sûres. Les avions modernes possèdent des systèmes de pilotage automatique sophistiqués qui peuvent voler l'appareil pendant une grande partie du trajet, suivant des routes programmées, maintenant altitude et vitesse, atterrissant même par mauvais temps. Cela pourrait sembler indiquer que les pilotes sont inutiles. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les autopilotes sont des outils qui aident les pilotes à gérer leur charge de travail, leur permettant de se concentrer sur la surveillance des systèmes, la communication avec le contrôle aérien, la planification des contingences et la prise de décision. Les pilotes programment l'autopilote, lui indiquant quoi faire. Ils surveillent ses performances, prêts à reprendre le contrôle instantanément si quelque chose d'inhabituel se produit. L'autopilote ne peut pas gérer des situations inattendues, ne peut pas prendre de décisions de jugement, ne peut pas s'adapter à des circonstances hors de sa programmation. En cas d'urgence, les pilotes déconnectent l'autopilote et volent manuellement. L'aviation moderne fonctionne grâce à ce partenariat entre jugement humain et précision informatique. Les machines gèrent les tâches routinières avec une cohérence parfaite. Les humains apportent créativité, intuition et capacité à gérer l'imprévu. Loin de remplacer les pilotes, l'automatisation a rendu leurs tâches plus complexes, exigeant d'eux qu'ils soient des gestionnaires de systèmes, comprenant non seulement comment voler, mais comment tous les ordinateurs de l'appareil travaillent ensemble. Dans le ciel au-dessus de nous, des autoroutes invisibles se croisent en 3 dimensions. Les appareils suivent ces voies aériennes guidées par des contrôleurs aériens qui travaillent dans des pièces assombries, fixant des écrans radars, parlant calmement aux pilotes, assurant que les appareils restent séparés en toute sécurité. C'est une danse extraordinairement complexe. À tout moment, des milliers d'appareils sont en vol, chacun se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure, chacun devant décoller, monter, croiser, descendre et atterrir sans interférer avec les autres. Les contrôleurs attribuent des altitudes, approuvent les changements de route, coordonnent les transferts lorsque les appareils passent de l'espace aérien d'un contrôleur à un autre. Ils gèrent le flux du trafic vers les aéroports occupés, espaçant les arrivées pour que les appareils atterrissent à des intervalles sûrs. Ils surveillent la météo, redirigeant les vols autour des tempêtes. Ils gèrent les urgences, dégageant l'espace aérien pour les appareils en difficulté. Cela exige une concentration intense, une pensée rapide et un professionnalisme calme. Pourtant, cela fonctionne remarquablement bien. Des milliers de vols opèrent quotidiennement avec des retards minimaux et une sécurité extraordinaire. Le système témoigne de l'organisation humaine, de notre capacité à créer des systèmes complexes qui fonctionnent en douceur même sous pression. La sécurité en aviation provient de la redondance. Chaque système critique sur un avion de ligne moderne possède des sauvegardes, et ces sauvegardes ont elles-mêmes des sauvegardes. Les moteurs sont conçus pour tomber en panne en toute sécurité, et les appareils peuvent voler avec un moteur hors service. Si le système électrique principal tombe en panne, des générateurs de secours s'activent. Si ceux-ci tombent en panne, des batteries fournissent une alimentation d'urgence. Les systèmes hydrauliques, qui déplacent les surfaces de contrôle de vol, possèdent plusieurs circuits indépendants. Si l'un tombe en panne, d'autres prennent le relais.
Les systèmes de navigation ont des sauvegardes. Les radios de communication ont des sauvegardes. Même les commandes de vol, elles-mêmes, possèdent une redondance avec des câbles ou des ordinateurs, fournissant plusieurs chemins pour que les commandes du pilote atteignent les surfaces de contrôle. Cette redondance signifie que des pannes simples, ou même multiples, mènent rarement à des catastrophes. Les appareils peuvent continuer à voler en toute sécurité, même lorsque les choses tournent mal. Les pilotes plaisantent en disant que l'aviation est constituée d'heures d'ennui ponctuées par des moments de pure terreur. Mais la réalité est que même les moments terrifiants se terminent généralement en toute sécurité grâce à tous ces systèmes de sauvegarde. Les concepteurs supposent que les choses tomberont en panne et planifient en conséquence, construisant des couches de protection dans chaque appareil. Les aéroports ne ferment jamais vraiment, fonctionnant jour et nuit sans interruption. À toute heure du jour ou de la nuit, quelque part dans le monde, un avion décolle ou atterrit. Les grands aéroports fonctionnent en continu, avec des vols programmés sur les 24 heures. Les équipes au sol travaillent en quarts successifs, ravitaillant les appareils en carburant, chargeant les bagages, préparant les repas, nettoyant les cabines. Les contrôleurs aériens veillent toute la nuit, guidant les vols transcontinentaux à travers l'obscurité. Même durant les heures les plus calmes, entre 2 et 5 heures du matin, des avions cargo atterrissent et repartent, transportant des colis, du courrier et du fret. Les équipes de maintenance profitent des heures nocturnes, lorsque le trafic passager est au plus bas, pour entretenir les appareils, réparer les problèmes, effectuer des inspections, préparer les avions pour la ruée matinale. L'aéroport est une cité qui ne dort jamais, éclairée par des milliers de lumières, remplie de mouvements et de propositos. Pour les voyageurs arrivant sur des vols tardifs ou partant tôt le matin, il y a quelque chose de surréaliste dans cette expérience. À observer les avions, à voir le dévouement des travailleurs qui maintiennent le système en marche pendant que d'autres rêvent. Les pistes sont numérotées en fonction de leur cap magnétique. Une élégante simplicité au service de la sécurité. Si vous vous êtes déjà demandé ce que signifient les chiffres peints sur les pistes, la réponse est d'une élégante simplicité. Ils représentent le cap magnétique de la piste, arrondi aux 10 degrés les plus proches, avec le dernier chiffre supprimé. Une piste pointant plein nord à 360 degrés est étiquetée piste 36. Une piste pointant vers l'est à 90 degrés est la piste 09. Comme les pistes peuvent être utilisées dans les deux sens, elles portent deux numéros, un pour chaque extrémité. L'extrémité opposée de la piste 09, faisant face à l'ouest à 270 degrés, serait la piste 27. Ce système permet aux pilotes de s'orienter rapidement, s'assurant qu'ils abordent la bonne piste dans la bonne direction. La nuit, par mauvais temps, lorsque les repères terrestres sont invisibles, ces chiffres deviennent des aides à la navigation cruciales. Le système est universel, utilisé dans les aéroports du monde entier, l'une des nombreuses normes internationales qui rendent l'aviation mondiale possible. Chaque détail des opérations de vol a été soigneusement standardisé, permettant aux pilotes de n'importe quel pays d'opérer en toute sécurité dans n'importe quel aéroport du monde. Les voies de circulation sont comme des routes reliant les pistes aux terminaux. Un réseau complexe que peu de passagers soupçonnent. Les zones pavées des aéroports sont plus complexes que la plupart des passagers ne le réalisent. Les pistes sont l'endroit où les avions décollent et atterrissent, mais entre les pistes et les bâtiments des terminaux s'étend un réseau intriqué de voies de circulation, des chemins que les avions suivent pour se déplacer d'un endroit à un autre. Chaque voie de circulation possède une désignation alphabétique, Alpha, Bravo, Charlie, et les pilotes reçoivent des itinéraires spécifiques à suivre. Les contrôleurs au sol guident les avions le long de ces chemins, un peu comme des dispatchers dirigeant des véhicules sur des routes. Le système de voies de circulation permet à plusieurs avions de se déplacer simultanément sans interférer les uns avec les autres. Certaines voies de circulation traversent des pistes actives, nécessitant une coordination attentive pour assurer que les avions et les véhicules traversent en toute sécurité entre les vols à l'atterrissage et au décollage. Des lignes peintes, des lumières et des panneaux guident les pilotes, surtout la nuit ou par mauvaise visibilité. Les grands aéroports peuvent avoir des kilomètres de voies de circulation, et il est facile pour les pilotes peu familiers avec un aéroport de se perdre. C'est pourquoi les contrôleurs au sol communiquent constamment, confirmant les positions,
fournissant des directions, s'assurant que chacun sait où il est et où il va. Cette infrastructure cachée est essentielle pour maintenir les aéroports fluides, déplaçant des centaines d'avions chaque jour sans chaos. Les avions créent des tourbillons qui traînent derrière eux en vol, des spirales invisibles mais puissantes. Lorsqu'un avion vole, ses ailes génèrent de la portance en créant une différence de pression entre les surfaces supérieures et inférieures. Cette différence de pression fait que l'air s'enroule en spirale depuis les extrémités des ailes en de puissants tourbillons rotatifs, comme des tornades horizontales traînant derrière l'appareil. Ces tourbillons de sillage sont invisibles, mais peuvent être dangereux. Un avion plus petit pénétrant dans le sillage d'un plus gros peut être retourné ou jeté violemment par la turbulence. C'est pourquoi le contrôle aérien impose une séparation stricte entre les avions, surtout pendant le décollage et l'atterrissage, lorsque les avions sont lents et vulnérables. La taille et la force des tourbillons de sillage dépendent du poids de l'avion, donc les avions lourds, comme le 747 ou l'A380, génèrent des sillages particulièrement puissants. Les contrôleurs espacent les avions plus largement lorsqu'ils suivent de gros porteurs. Les tourbillons se dissipent graduellement, descendant et s'étalant jusqu'à disparaître. Les jours humides, vous pouvez parfois les voir comme de fines traînées de condensation s'enroulant depuis les extrémités des ailes. Ils rappellent que les avions ne se déplacent pas dans l'air sans laisser de traces, qu'ils perturbent et secouent l'air autour d'eux, invisibles, pourtant puissants. Les traînées de condensation se forment lorsque l'échappement chaud rencontre l'air froid, créant de l'art temporaire dans le ciel. Par une journée claire, vous pourriez lever les yeux et voir des lignes blanches zébrant le ciel derrière les avions volant à haute altitude. Ce sont des traînées de condensation, abrégées de condensation trail, et elles se forment d'une manière similaire à celle dont vous pouvez voir votre souffle par une journée froide. Les moteurs d'avion brûlent du carburant et produisent un échappement chaud et humide. À haute altitude, où les températures peuvent atteindre -60 degrés, cette humidité se condense instantanément et gèle en minuscules cristaux de glace. Ces cristaux forment la traînée blanche derrière l'avion. L'endroit où se forment les traînées dépend de la température et de l'humidité. Parfois, les avions volent sans laisser de traînées car les conditions ne sont pas réunies. D'autres fois, les traînées persistent pendant des heures, s'étalant en fins nuages cirrus. Les scientifiques étudient les traînées car elles peuvent affecter le climat, réfléchissant la lumière du soleil et piégeant la chaleur de manière complexe. Pour les passagers en dessous, ce sont de belles lignes de craie blanches dessinées sur la toile bleue du ciel, un art temporaire créé par la simple rencontre du chaud et du froid, de la technologie humaine et de l'atmosphère naturelle. Vous pouvez voir la courbure de la Terre depuis l'altitude de croisière, une perspective qui change tout. À l'altitude de croisière typique, environ 10 000 mètres ou environ 11 km d'altitude, les passagers regardant par le hublot peuvent voir la courbe douce de l'horizon. Elle est subtile, pas l'arc dramatique visible depuis l'espace, mais indéniablement présente. La Terre est bel et bien ronde, et depuis cette hauteur, vous pouvez en voir la preuve de vos propres yeux. Par temps clair, vous pouvez voir pendant des centaines de kilomètres, regardant les paysages s'étendre jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Les montagnes apparaissent comme des rides, les villes comme des motifs de lumière et d'ombre, les rivières comme des fils d'argent serpentant à travers le terrain. Les couches de nuages en dessous ressemblent à de vastes paysages de coton s'étendant à l'infini. Cette vue met l'activité humaine en perspective. Les frontières invisibles, les conflits lointains. La planète apparaît comme ce qu'elle est, un monde unique, beau et fragile, suspendu dans le vide noir de l'espace. Cette perspective était autrefois disponible uniquement pour les astronautes. Maintenant, des millions de personnes en font l'expérience quotidiennement. Bien que beaucoup de voyageurs baissent le store, manquant le don profond de ce point de vue élevé. Ceux qui regardent comprennent pourquoi les pilotes aiment voler, pourquoi la vue ne vieillit jamais. Les hublots d'avion sont petits et ronds pour des raisons importantes, des mesures de sécurité délibérées. Les hublots d'avion sont beaucoup plus petits que les fenêtres des bâtiments, et ils ont des coins arrondis plutôt que carrés. Les deux caractéristiques sont des mesures de sécurité délibérées. Dans les premiers jours de l'aviation à réaction, certains avions avaient de grandes fenêtres carrées. À mesure que les avions étaient pressurisés et volaient plus haut,
ces fenêtres carrées créaient des concentrations de contraintes au coin. Des fissures se formaient et se propageaient, parfois de manière catastrophique. L'exemple le plus célèbre fut le de Havilland Comet, le premier avion de ligne à réaction au monde, qui subit plusieurs crashs dus à la fatigue du métal autour des fenêtres carrées. Les ingénieurs apprirent que les fenêtres rondes ou ovales répartissent la contrainte plus uniformément, rendant le fuselage plus solide. Les fenêtres sont petites pour minimiser la zone où existe la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Chaque fenêtre est un point faible potentiel, donc les garder petites améliore la sécurité. Les hublots d'avions modernes sont en réalité constitués de plusieurs couches, typiquement 3 vitres, chacune capable de supporter la pression par elle-même. Le minuscule trou que vous voyez parfois dans la fenêtre est délibéré, permettant à la pression de s'égaliser entre les vitres et empêchant la buée. Chaque détail, aussi petit soit-il, sert un objectif en aviation. L'air à l'intérieur de la cabine provient des moteurs, un système complexe de contrôle environnemental. À l'altitude de croisière, l'air extérieur est trop raréfié pour respirer et trop froid pour survivre, plus froid que l'Antarctique. Alors, comment les avions maintiennent-ils un air respirable et confortable à l'intérieur? La réponse réside dans les moteurs. Lorsque l'air entre dans le réacteur, une partie est comprimée avant d'atteindre la chambre de combustion. Cet air comprimé, appelé air de prélèvement, est dérivé avant qu'il ne se mélange au carburant. Il est encore extrêmement chaud, des centaines de degrés, donc il passe à travers des échangeurs de chaleur et des systèmes de refroidissement pour l'amener à une température confortable. Ensuite, il est pompé dans la cabine par des évents au-dessus de la tête. L'air circule à travers la cabine et est finalement évacué par des vannes qui contrôlent la pression de la cabine. Contrairement à la croyance commune, l'air de la cabine n'est pas recyclé indéfiniment. Environ la moitié est fraîche de l'extérieur, la moitié filtrée et recyclée. Le système maintient une pression équivalente à environ 1800 à 2400 mètres d'altitude, c'est pourquoi vos oreilles se débouchent pendant la montée et la descente. Ce système de contrôle environnemental est l'une des parties les plus complexes de l'avion, s'ajustant constamment pour maintenir des conditions confortables pendant que l'avion monte, descend et vole à travers des conditions atmosphériques variables. Les cabines d'avion sont pressurisées pour permettre un vol confortable à haute altitude, une technologie clé de l'aviation moderne. Sans pressurisation, voler à haute altitude serait impossible pour les passagers. À 10 000 mètres d'altitude, la pression de l'air n'est qu'environ un quart de ce qu'elle était au niveau de la mer, beaucoup trop raréfiée pour respirer. Les passagers perdraient conscience en quelques secondes, souffriraient d'un mal aigu des montagnes, pourraient mourir. La solution est de pomper de l'air dans la cabine scellée, maintenant la pression artificiellement. La cabine est comme un ballon gonflé contre la basse pression extérieure. La différence de pression est substantielle, environ 0,5 kg par centimètre carré, ce qui sur toute la surface du fuselage représente des centaines de milliers de kilogrammes de force, essayant d'étendre l'avion comme un ballon. C'est pourquoi le fuselage est cylindrique. Cette forme résiste le mieux à la pression interne. C'est aussi pourquoi les avions ont des structures si épaisses et solides. La pressurisation permet aux passagers de s'asseoir confortablement en chemise, tout en volant à travers l'air glacé et raréfié de la stratosphère. C'est l'une des technologies clés qui a rendu le vol à réaction à haute altitude pratique, permettant aux avions de voler au-dessus de la plupart des intempéries, dans un air lisse, plus rapidement et plus efficacement que ne le permettrait un vol à basse altitude. Les fenêtres du Boeing 780 peuvent s'assombrir électroniquement au lieu d'utiliser des stores. Une innovation remarquable. Les avions modernes incorporent des innovations remarquables. Et le Boeing 780 Dreamliner en offre un exemple particulièrement délicieux. Au lieu des stores traditionnels qui se baissent mécaniquement, le 780 possède des fenêtres électrochromes. Appuyez sur un bouton et la fenêtre s'assombrit graduellement, passant de clair à translucide à opaque bleu. Elle utilise un courant électrique pour changer les propriétés d'une couche de gel dans la fenêtre, bloquant la lumière tout en permettant aux passagers de voir dehors, juste plus faiblement. Le système a plusieurs réglages, donc l'équipage de cabine peut assombrir toutes les fenêtres partiellement pendant le service des repas ou les obscurcir complètement pour les vols de nuit. Tout contrôlé électroniquement.
Les passagers peuvent toujours outrepasser les contrôles pour voir dehors s'ils le souhaitent. Cette technologie sert plusieurs objectifs. Elle réduit l'éblouissement et la chaleur de la lumière du soleil, améliorant le confort en cabine. Elle pèse moins que les stores traditionnels, économisant du carburant. Et elle a simplement l'air futuriste, rendant l'expérience de vol plus moderne. De petites touches comme celle-ci nous rappellent que l'aviation continue d'évoluer, que chaque génération d'avions apporte de nouveaux raffinements, de nouvelles façons de rendre le vol plus confortable et efficace. Certains avions peuvent voler pendant plus de 20 heures sans escale, des exploits remarquables d'endurance. Les vols commerciaux les plus longs du monde sont des exploits remarquables d'endurance. Des itinéraires comme Singapour à New York ou Perth à Londres couvrent plus de 14 500 km et prennent plus de 19 heures en l'air. Ces vols sont rendus possibles par des avions modernes ultra long courrier, comme l'Airbus A350 et les variantes du Boeing 777, conçus spécifiquement pour de tels voyages. Ils transportent d'énormes quantités de carburant, tellement que l'avion est significativement plus lourd au décollage qu'à l'atterrissage, brûlant des milliers de kilogrammes par heure. Les moteurs sont remarquablement efficaces, sirotant le carburant soigneusement pour faire durer les réserves. Pour les passagers, ces vols exigent de la patience. Les compagnies aériennes fournissent des commodités supplémentaires, de meilleurs repas, plus d'options de divertissement, essayant de rendre près d'une journée complète en l'air tolérable. Pour les pilotes, il y a des exigences spéciales de repos de l'équipage. Habituellement 4 pilotes travaillant en quart, donc personne n'est aux commandes trop longtemps sans repos. Ces vols éliminent les escales, amenant les passagers du point A au point B sans arrêt intermédiaire. Mais ils poussent l'endurance humaine et mécanique à des limites remarquables. Ils représentent ce que l'aviation moderne peut accomplir à la pointe de la technologie. L'Airbus A380 est le plus grand avion de ligne passager au monde, un géant des cieux. Si le Boeing 747 semblait impossiblement grand lors de son introduction, l'Airbus A380 a porté la taille à un niveau entièrement nouveau. Ce géant à 2 ponts peut transporter plus de 800 passagers dans des configurations à haute densité, bien que les compagnies aériennes les configurent typiquement pour environ 500 en classe mixte. L'envergure s'étend sur presque 80 mètres. L'avion se dresse sur 8 étages de hauteur. Il est si grand que les aéroports ont dû modifier leur infrastructure, élargissant les voies de circulation, renforçant les chaussées, construisant des portes spéciales avec des passerelles vers les 2 ponts. Malgré sa taille, l'A380 est remarquablement silencieux et doux en vol. La cabine semble spacieuse, pas exiguë. La masse pure absorbe la turbulence efficacement. Les compagnies aériennes les ont configurées avec des bars, des salons, même des douches pour les passagers de première classe. Pourtant, l'A380 n'a pas été le succès commercial qu'Airbus espérait. Les compagnies aériennes préfèrent de plus en plus des avions bimoteurs plus petits et plus efficaces, qui peuvent desservir plus d'itinéraires avec moins de risques. La production a pris fin en 2020 et après un peu plus d'une décennie. Pourtant, l'A380 reste une merveille, le plus grand avion de ligne passager à avoir volé régulièrement, un témoignage de ce que l'ingénierie peut accomplir quand le but est simplement de construire le plus grand. La science et la merveille du vol reposent sur un principe simple et élégant. Les ailes créent de la portance à travers des différences de pression, au-dessus et en dessous. Un principe qui semble presque trop élégant pour être vrai. Lorsqu'une aile se déplace dans l'air, sa surface supérieure incurvée force l'air à voyager plus loin et plus vite que l'air s'écoulant sous la surface inférieure plus plate. Selon le principe de Bernoulli, l'air se déplaçant plus vite crée une pression plus basse, donc la pression au-dessus de l'aile est inférieure à la pression en dessous. Et cette différence de pression pousse l'aile vers le haut. Cette force ascendante est la portance. Et c'est ce qui permet aux avions de vaincre la gravité et de voler. La quantité de portance dépend de nombreux facteurs. La forme de l'aile, son angle par rapport à l'air arrivant, la vitesse de l'avion, la densité de l'air. Les pilotes contrôlent la portance en changeant la vitesse et en ajustant l'angle d'attaque de l'aile. À basse vitesse, ils ont besoin de plus d'angle pour générer suffisamment de portance. À haute vitesse, moins d'angle est nécessaire. Comprendre la portance a pris à l'humanité des milliers d'années. Mais une fois que nous l'avons saisie,
Le ciel s'est ouvert à nous. Chaque oiseau, chaque insecte, chaque avion utilise ce même principe élégant, cette danse de l'air et de la pression qui défie la gravité elle-même. Les volets s'étendent depuis les ailes pour augmenter la portance à basse vitesse, transformant la forme de l'aile. Si vous observez un avion à l'atterrissage ou au décollage, vous remarquerez des panneaux s'étendant depuis le bord de fuite des ailes. Ce sont les volets, des surfaces mobiles, qui changent la forme de l'aile et augmentent la portance. À la vitesse de croisière, l'aile est optimisée pour l'efficacité, mince et propre. Mais pendant le décollage et l'atterrissage, l'avion se déplace lentement et a besoin de plus de portance pour rester en l'air. Étendre les volets augmente à la fois la surface de l'aile et sa courbure, lui permettant de générer plus de portance à des vitesses plus basses. Différents réglages de volets fournissent différentes quantités de portance et de traînée. Les pilotes sélectionnent le réglage de volets approprié pour chaque phase de vol. Après le décollage, à mesure que la vitesse augmente, les volets sont graduellement rentrés. Avant l'atterrissage, ils sont à nouveau étendus. Il existe plusieurs types de conception de volets. Volets simples articulés, volets fendus, volets à fente qui permettent à l'air de s'écouler à travers des espaces pour une portance supplémentaire. L'ingénierie est sophistiquée, mais l'objectif est simple. Permettre à la même aile de fonctionner efficacement à la fois vite et lentement, en croisière et pendant le décollage et l'atterrissage. Les becs de bord d'attaque sur l'aile aident à prévenir les décrochages, travaillant en harmonie avec les volets. Tandis que les volets s'étendent depuis le bord de fuite de l'aile, les becs s'étendent depuis le bord d'attaque, l'avant. Ils servent un objectif similaire, améliorant la portance à basse vitesse, mais fonctionnent d'une manière différente. Lorsque les becs s'étendent, ils créent un espace qui permet à l'air à haute pression, d'en dessous d'énergiser l'écoulement d'air au-dessus, l'aidant à rester attaché à la surface de l'aile. Cela empêche l'écoulement d'air de se séparer, ce qui causerait un décrochage, une perte de portance. Les becs permettent à l'aile de fonctionner à des angles d'attaque plus élevés sans décrocher. Sur de nombreux avions de ligne, les becs s'étendent automatiquement avec les volets, contrôlés par le même levier. Les pilotes n'y pensent généralement pas séparément, mais ils sont cruciaux pour un vol sûr à basse vitesse. Sans bec, les ailes devraient être beaucoup plus grandes, ou les avions devraient voler plus vite pendant le décollage et l'atterrissage, nécessitant des pistes plus longues. Ces petits dispositifs apparemment simples permettent aux avions d'opérer depuis des aéroports de taille raisonnable, rendant le transport aérien pratique et sûr. Le fuselage est façonné pour minimiser la traînée, glissant à travers l'air avec une élégance calculée. Le corps en forme de tube d'un avion, le fuselage, n'est pas seulement un conteneur pour les passagers et le fret. Sa forme est soigneusement conçue pour glisser à travers l'air avec une résistance minimale. La traînée ou résistance de l'air gaspille du carburant et limite la vitesse. Les ingénieurs façonnent le fuselage pour être profilé, avec un nez arrondi qui pousse l'air doucement de côté, un long corps cylindrique qui maintient l'écoulement d'air attaché, et une queue effilée qui permet à l'air de se refermer derrière l'avion. Chaque bosse, antenne ou saillie crée de la traînée, donc les concepteurs travaillent à les minimiser. Même les rivets et les joints de panneaux sont soigneusement gérés. Sur les avions modernes, les surfaces sont extraordinairement lisses. Les matériaux composites permettent une construction sans couture, sans les lignes de rivets des anciens avions en aluminium. Les souffleries et les simulations informatiques testent d'innombrables variations, cherchant l'équilibre parfait entre l'espace intérieur, la résistance structurelle et la propreté aérodynamique. Le résultat est que les avions de ligne modernes glissent dans le ciel efficacement, gaspillant le moins d'énergie possible à combattre la résistance de l'air, leur permettant de transporter des centaines de passagers sur des milliers de kilomètres avec des quantités raisonnables de carburant. La queue maintient l'avion stable, un partenaire silencieux essentiel au vol contrôlé. À l'arrière de chaque avion se trouve la queue, techniquement appelée empennage, et elle sert des objectifs cruciaux. Le stabilisateur vertical, la haute dérive se tenant debout, maintient l'avion pointé dans la bonne direction, l'empêchant de lasser d'un côté à l'autre. Le stabilisateur horizontal, monté près de la queue, empêche le nez de piquer vers le haut ou vers le bas. Ces surfaces fonctionnent comme les plumes sur une flèche, fournissant la stabilité. Sans elles, les avions culbuteraient dans le ciel, impossible à contrôler. Les surfaces de la queue portent également des surfaces de contrôle. Le gouvernail,
articulé au stabilisateur vertical, permet au pilote de faire lasser le nez vers la gauche ou la droite. Les gouvernes de profondeur, articulées au stabilisateur horizontal, contrôlent le tangage, faisant monter ou descendre le nez. Sur certains avions modernes, le stabilisateur horizontal entier bouge, plutôt que juste la gouverne de profondeur. Les pilotes utilisent ces contrôles constamment, faisant de minuscules ajustements pour maintenir l'avion volant en douceur. La queue peut sembler être une réflexion après coup, mais elle est aussi essentielle que les ailes, le partenaire silencieux qui maintient tout stable et contrôlable. Les ailerons contrôlent comment l'avion roule, permettant des virages gracieux et coordonnés. Lorsqu'un avion s'incline pour tourner, une aile monte et l'autre descend. Ce mouvement de roulis est contrôlé par les ailerons, des panneaux articulés près des extrémités des ailes. Ils bougent en opposition. Lorsque le pilote déplace le manche ou le volant vers la gauche, l'aileron gauche monte et l'aileron droit descend. L'aileron vers le haut réduit la portance sur cette aile, la faisant descendre. L'aileron vers le bas augmente la portance, faisant monter cette aile. Le résultat est que l'avion roule dans la direction que le pilote commande. C'est intuitif, presque comme se pencher dans un virage à vélo. Une fois que l'avion est incliné, le pilote utilise le gouvernail pour coordonner le virage, le gardant doux et confortable. Les ailerons sont étonnamment petits, juste une fraction de la surface totale de l'aile, mais ils sont efficaces car ils sont loin du centre de l'avion, leur donnant un avantage mécanique. Ce système élégant de surface de contrôle coordonnée, ailerons, gouverne de profondeur et gouvernail, travaillant ensemble, donne au pilote un contrôle précis sur le mouvement de l'avion dans les 3 dimensions. Les avions tournent en s'inclinant, pas en pointant le nez, une danse avec les lois de la physique. Il pourrait sembler que les avions tournent en pointant leur nez dans une nouvelle direction, comme une voiture tournant ses roues, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dans l'air, il n'y a pas de route à saisir, pas de friction contre laquelle pousser. Au lieu de cela, les avions tournent en s'inclinant, inclinant une aile vers le bas et l'autre vers le haut. Lorsque l'avion est incliné, la portance générée par les ailes ne pointe plus directement vers le haut, mais est inclinée. Une partie de cette portance soutient toujours l'avion contre la gravité, mais une autre partie le tire sur le côté, le faisant tourner. Plus l'inclinaison est raide, plus le virage est serré, mais aussi plus de portance est nécessaire pour maintenir l'altitude. C'est pourquoi les avions en virage ont souvent besoin d'augmenter la vitesse ou l'angle d'attaque pour générer cette portance supplémentaire. Regarder un avion s'incliner gracieusement dans un virage, voir les ailes s'incliner et le nez osciller, c'est assister à une belle application de la physique. L'avion ne combat pas l'air, mais l'utilise, travaillant avec les lois de la nature, pour accomplir quelque chose qui semble impossible, changer de direction tout en volant à travers un milieu qui n'offre aucune prise ferme. La turbulence n'est que de l'air se déplaçant dans différentes directions, des vagues invisibles dans l'océan du ciel. Pour les passagers nerveux, la turbulence peut être déstabilisante, mais c'est simplement de l'air en mouvement, pas différent des vagues sur l'eau. L'atmosphère est un fluide, et comme tout fluide, elle a des courants, des tourbillons et des vagues. Lorsqu'un avion vole à travers ces courants d'air se déplaçant dans différentes directions, il rebondit, parfois doucement, parfois plus sévèrement. La turbulence peut être causée par de nombreuses choses. La turbulence thermique se produit lorsque le soleil chauffe le sol de manière inégale, provoquant la montée de colonnes d'air chaud. La turbulence mécanique est créée lorsque le vent s'écoule sur les montagnes ou les bâtiments. La turbulence en air clair, le type le plus imprévisible, se produit à haute altitude où les courants jets créent des vagues invisibles. Pour les pilotes, la turbulence est une nuisance, faisant renverser le café et nerveux les passagers, mais elle est rarement dangereuse. Les avions modernes sont construits pour résister à beaucoup plus de contraintes que la turbulence ne peut en délivrer. Les ailes fléchissent, absorbant les bosses. La structure est immensément solide. Ce qui semble dramatique aux passagers est habituellement doux selon les normes de l'ingénierie. Les pilotes savent souvent quand la turbulence arrive et peuvent l'éviter ou avertir les passagers. Le signe de la ceinture de sécurité n'est pas allumé parce que la turbulence endommagera l'avion, mais parce qu'elle pourrait projeter des passagers non attachés dans la cabine. Les boîtes noires sont en réalité d'un orange éclatant, un choix délibéré pour assurer leur visibilité après un incident. Les avions emportent des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs vocaux du cockpit
des dispositifs robustes qui captent en continu chaque paramètre technique et chaque échange entre les membres d'équipage. On les surnomme boîtes noires par convention historique, mais leur teinte vive facilite grandement leur repérage sur le terrain. Ils sont conçus pour survivre à des impacts colossaux, à des chaleurs extrêmes dépassant 1000 degrés Celsius et à des immersions prolongées dans les abysses océaniques. À l'intérieur, des puces mémoire préservent les dernières heures de vol avec une précision chirurgicale, figeant dans le temps les détails d'un voyage. Après un événement rare, les investigateurs analysent ces données avec une rigueur absolue pour comprendre l'enchaînement des faits. Chaque enseignement tiré a conduit à des améliorations concrètes, renforçant encore la fiabilité des flottes mondiales. Les appareils modernes transmettent d'ailleurs une partie de ces informations par satellite en temps réel, garantissant que même dans les scénarios les plus improbables, les leçons nécessaires à la sécurité future ne seront jamais perdues. Ces petits cubes, si discrets, incarnent la mémoire résiliente de l'aviation, veillant silencieusement sur chaque trajet et offrant une tranquillité d'esprit fondamentale. Pendant la majeure partie de l'histoire aéronautique, les avions furent assemblés à partir d'aluminium, un métal alliant légèreté et résistance mécanique. Aujourd'hui, les constructeurs intègrent massivement des matériaux composites, principalement des plastiques renforcés de fibres de carbone. Ces alliages modernes pèsent moins que l'aluminium, résistent à la corrosion et peuvent être moulés en formes complexes impossibles à obtenir avec le métal traditionnel. Le fuselage est désormais réalisé en larges sections cylindriques, réduisant le nombre d'assemblages et supprimant des milliers de points de fatigue potentiels. Cette architecture homogène améliore la rigidité structurelle tout en allégeant la cellule. Les composites permettent également de mieux réguler la pression et l'humidité en cabine, offrant aux voyageurs un confort respiratoire nettement supérieur. Le processus de fabrication ressemble davantage à une sculpture de haute précision qu'à une chaudronnerie industrielle. Des couches de tissu carboné sont disposées dans des moules géants, puis durcies sous pression et chaleur dans des fours immenses appelés autoclaves. Le résultat est un aéronef plus léger, plus solide et plus économe en énergie. À mesure que les laboratoires innovent, ces matériaux révolutionnaires remplacent progressivement les métaux ancestraux, ouvrant une ère où la science des matériaux épouse parfaitement les exigences du ciel. Construire un seul avion de ligne exige des mois de travail coordonné et la participation de milliers de spécialistes. Un appareil moderne renferme des millions de composants, depuis d'immenses panneaux d'ailes jusqu'à des vis microscopiques, tous sourcés à travers une chaîne logistique planétaire. L'assemblage final s'opère dans des hangars si vastes qu'ils génèrent leur propre microclimat intérieur. Les sections de fuselage sont bâties séparément avant d'être réunies avec une précision millimétrée. Les ailes arrivent d'autres usines spécialisées et sont fixées avec des vérins hydrauliques puissants. Des kilomètres de câblage, de conduites hydrauliques et de gaines de ventilation sont ensuite tirés, testés et sécurisés. Chaque système est activé, chaque interrupteur vérifié, chaque alarme calibrée. L'avion est peint avec des couches successives de revêtements aérodynamiques, un processus minutieux qui prend plusieurs jours. Enfin, des vols d'essai valident le comportement en conditions réelles. De la première découpe de métal à la livraison finale, près d'une année s'écoule pour un seul exemplaire. Chaque appareil est un chef-d'œuvre d'organisation humaine. Une symphonie de compétences où ingénieurs, techniciens et ouvriers unissent leur savoir-faire pour donner vie à une machine capable de défier la pesanteur avec une élégance silencieuse. Les hôtesses et stewards que vous accueillez à bord sont bien plus que des ambassadeurs de l'hospitalité. Ils suivent une formation rigoureuse axée avant tout sur la sécurité et les procédures d'urgence. Ils apprennent à évacuer une cabine complète en moins de 90 secondes, une norme stricte certifiant la conception des portes et des toboggans. Ils s'entraînent à ouvrir les issues de secours, à déployer les radeaux de survie et à guider les passagers dans l'obscurité ou la fumée. Ils maîtrisent la lutte contre les incendies, les gestes de premier secours et la prise en charge de crises médicales, des arrêts cardiaques aux accouchements. Leur instruction se poursuit tout au long de leur carrière via des sessions récurrentes exigeantes. Leur professionnalisme souriant masque une préparation intense, forgée pour transformer l'imprévu en maîtrise. En situation critique, ils deviennent les guides indispensables, apaisant les paniques et orchestrant les mouvements vers la sortie.
Leur mission première n'est pas le service, mais la protection. Une responsabilité qu'ils assument avec une gravité discrète. La prochaine fois qu'ils démontreront l'usage d'un gilet ou d'un masque, rappelez-vous qu'ils vous transmettent des réflexes qui pourraient, un jour, faire toute la différence entre le désordre et la sécurité, entre l'inquiétude et le retour au calme. Pour naviguer dans la complexité d'un cockpit, les pilotes s'appuient sur un outil aussi simple que vital. La liste de vérification. Le vol exige la manipulation de centaines d'interrupteurs, la surveillance de systèmes interconnectés et l'exécution de procédures séquencées. Pour garantir qu'aucune étape ne soit oubliée, une checklist accompagne chaque phase du trajet, du démarrage des moteurs à l'arrêt des réacteurs. Ce ne sont pas de simples suggestions, mais des protocoles obligatoires. Un membre d'équipage énonce l'item. L'autre exécute l'action et confirme sa réalisation à voix haute. Cette discipline élimine les erreurs humaines. Oublier de sortir le train d'atterrissage ou de configurer les volets a jadis causé des incidents. Aujourd'hui, les listes les préviennent systématiquement. Cette méthode, née dans l'aviation, a depuis sauvé d'innombrables vies en chirurgie et dans l'industrie. Elle reconnaît humblement que la mémoire faiblit sous la pression et que la rigueur systématique triomphe de l'improvisation. Les listes d'urgence guident les équipages pas à pas à travers les pannes, remplaçant la réaction impulsive par une résolution méthodique. Cette culture de la vérification rend le ciel si sûr. Rien n'est laissé au hasard. Chaque geste critique est validé, confirmé, archivé. La lenteur apparente de la procédure est en réalité le garant d'une tranquillité absolue, celle de savoir que tout a été contrôlé avant de s'élancer. Avant que les passagers ne prennent place, l'avion fait l'objet d'une inspection méticuleuse. Les pilotes effectuent une ronde extérieure, scrutant la cellule à la recherche de la moindre anomalie. Une rayure inhabituelle, une trace de fuite, un pneu usé, un panneau mal verrouillé. Ils vérifient le déplacement fluide des gouvernes, l'état des moteurs et la propreté des sondes. À l'intérieur, ils consultent les carnets de maintenance, s'assurant que chaque remarque du vol précédent a été traitée. Ils testent les radios, les instruments, les éclairages et les systèmes de navigation, validant ainsi la pleine opérabilité de l'appareil. Ce contrôle préalable intercepte les défaillances potentielles bien avant qu'elles ne deviennent critiques. Parallèlement, l'avion subit des révisions approfondies à intervalles réguliers. Après un nombre défini d'heures de vol, les techniciens démontent des sections entières, examinent chaque composant sous la lumière et remplacent les pièces arrivant en fin de cycle. Ces vérifications suivent des règlements stricts, chaque intervention étant consignée et auditée par les autorités. Cette approche à plusieurs niveaux, alliant contrôle quotidien et maintenance lourde, garantit que les usures sont détectées précocement. L'avion que vous empruntez a été examiné par des experts dont la réputation et la conscience professionnelle reposent sur sa navigabilité parfaite. Aucun vol ne ressemble exactement au précédent, même sur un itinéraire habituel. La météo fluctue, les vents d'altitude changent de direction. Le trafic aérien se recompose en temps réel. Chaque départ exige une adaptation fine et continue. Les équipages déposent un plan de vol avant le roulage, définissant la route théorique, l'altitude prévue et l'heure estimée d'arrivée. Mais la réalité atmosphérique dévie souvent des modèles. Le contrôle peut attribuer un niveau différent pour séparer les flux. Des orages obligent à contourner des cellules actives. Des vents contraires inattendus modifient la consommation de carburant. Les pilotes surveillent ces paramètres en permanence, ajustant la vitesse ou l'itinéraire avec fluidité. Ils échangent avec les contrôleurs, avec le centre des opérations de leur compagnie, avec d'autres équipages partageant des observations utiles. Cette souplesse constante est un pilier de la sécurité. Appliquer rigidement un plan face à des conditions mouvantes serait périlleux. Au contraire, les navigateurs prennent des centaines de micro-décisions, utilisant leur expérience pour épouser les variations du jour. Pour le passager, le trajet semble monotone, mais dans le poste de pilotage, chaque mission demeure un défi singulier, familier par sa routine, unique par son exécution, demandant une attention douce mais vigilante. Voyager en avion demeure statistiquement l'une des activités les plus sûres qui soit. Cette affirmation, souvent répétée, mérite d'être entendue, car elle repose sur des décennies de données irréfutables. La probabilité d'être blessé en conduisant vers l'aéroport excède de loin celle de rencontrer un incident une fois les portes closes. Ces dernières années, les compagnies majeures ont enchaîné des millions de rotations sans aucun décès de passagers. À l'échelle mondiale,
les accidents graves restent extrêmement rares, concernant souvent des régions aux infrastructures moins développées. Ce bilan est stupéfiant lorsqu'on considère la complexité du système. Des centaines de personnes dans un tube métallique filant à haute altitude, défiant les éléments avec une régularité métronomique. Cette sécurité émerge de tout ce qui a été décrit. Entraînement rigoureux, redondance technique, entretien méticuleux, procédures validées et apprentissage continu. L'aviation ne cache pas ses erreurs. Elle les dissèque pour en tirer des règles immuables. Le résultat est un réseau qui devient plus fiable à mesure qu'il grandit. Des milliards de voyageurs empruntent le ciel chaque année, presque tous arrivant à bon port sans une égratignure. La crainte du vol est humaine, instinctive, mais les chiffres offrent un réconfort solide. Vous êtes infiniment plus protégé dans les airs que sur nos routes terrestres. Lorsque des incidents surviennent, l'industrie réagit avec une transparence et une méthodologie exemplaires. Les enquêteurs documentent chaque détail, photographient les débris, interrogent les témoins et analysent les enregistrements sans relâche. Leur objectif n'est jamais de désigner un coupable, mais de comprendre la chaîne causale. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment empêcher que cela ne se reproduise? Ces investigations peuvent durer des années, produisant des rapports circonstanciés qui nourrissent le savoir collectif. Les recommandations qui en découlent sont presque systématiquement appliquées. Si un défaut de conception est identifié, les constructeurs le corrigent sur l'ensemble de la flotte mondiale. Si un écart de formation est relevé, les programmes pédagogiques sont mis à jour. Les autorités édictent de nouvelles normes. Ce processus d'amélioration continue, initié il y a plus d'un siècle, transforme chaque tragédie en leçon salvatrice. L'aviation ne se contente pas de réparer, elle anticipe. Elle traite la sécurité comme un horizon toujours à poursuivre, jamais entièrement atteint. Cette culture de l'humilité technique et du progrès constant explique pourquoi le ciel demeure le domaine le plus surveillé et le plus maîtrisé au monde. Chaque génération d'ingénieurs hérite ainsi des erreurs du passé pour bâtir un avenir plus serein. Les retards météorologiques, bien qu'irritants, témoignent d'une prudence absolue. Les avions modernes traversent des conditions que l'on jugerait autrefois infranchissables. La pluie, la neige légère ou le givre modéré sont gérés par des systèmes de dégivrage performants. Les radars bord indiquent précisément l'emplacement des cellules orageuses, permettant aux pilotes de les contourner avec aisance. Pourtant, des limites existent. Les turbulences sévères, l'accumulation excessive de glace ou les vents de travers violents imposent l'attente ou le déroutement. Les équipages et les compagnies privilégient toujours la sécurité sur le calendrier. Un retard est un inconvénient passager, un accident est une cicatrice définitive. Ainsi, les vols patientent, les voyageurs soupirent, mais tous parviennent sains et saufs. Les prévisions actuelles aident à anticiper ces perturbations, ajustant les plannings avec agilité. Néanmoins, la nature conserve son imprévisibilité, rappelant que malgré nos technologies avancées, le respect des éléments demeure une règle d'or. Cette patience forcée, bien que frustrante sur le moment, est le prix modique d'une sérénité retrouvée une fois les roues touchant la piste. Elle incarne la sagesse d'une industrie qui sait attendre que le ciel s'apaise avant de reprendre sa danse ordonnée. Chaque départ emporte davantage de carburant que le strict minimum nécessaire, une marge calculée avec précision par les régulateurs. Il faut pouvoir atteindre la destination, rejoindre un aéroport de dégagement si la météo se dégrade, patienter en attente circulaire, et conserver une réserve d'urgence. Cette abondance planifiée garantit que l'imprévu ne devient jamais critique. Les pilotes surveillent la consommation comme des gardiens du rythme, recalculant constamment l'équation entre poids porté et distance restante. Tomber en panne sèche est une erreur quasi impardonnable, car elle est presque toujours évitable par une planification rigoureuse. Les rares cas survenus dans l'histoire ont été disséqués pour renforcer les protocoles de gestion des réserves. Transporter du kérosène supplémentaire alourdit l'appareil et augmente légèrement la consommation. Mais ce compromis est non négociable. Les marges de sécurité sont gravées dans chaque plan de vol, offrant une bulle de protection invisible. De même, les masques à oxygène suspendus au-dessus des sièges semblent discrets. Mais ils représentent une dernière ligne de défense vitale. En cas de dépressurisation soudaine, leur déclenchement automatique offre 12 à 15 minutes d'oxygène pur, le temps exact pour les pilotes de descendre vers une altitude respirable. Ce mécanisme chimique simple, actionné par une traction douce,
transforme une menace potentiellement fatale en une descente contrôlée, rappelant que la sécurité réside souvent dans des détails modestes mais infaillibles. Regrouper plusieurs centaines de personnes dans un espace clos pendant plusieurs heures rend statistiquement probable l'apparition d'un souci médical. Arrêt cardiaque, crise allergique, malaise diabétique ou même naissance inattendue ont déjà eu lieu en vol. Lorsqu'une urgence survient, l'équipage demande si un professionnel de santé se trouve parmi les passagers. Souvent, une main se lève, grâce à des trousses médicales contenant médicaments, défibrillateurs et instruments de diagnostic. Les premiers gestes stabilisent le patient. Pour les cas complexes, l'avion établit une liaison téléphonique avec des médecins au sol qui guident les interventions. La décision de dérouter ou de poursuivre dépend de la gravité et de la proximité des hôpitaux. Ces détours, bien que coûteux, sont exécutés avec une fluidité remarquable, des milliers de fois par an à travers le globe. Par ailleurs, sur les vols long courriers, une règle discrète mais efficace s'applique. Les pilotes consomment des repas différents. Cette mesure, loin d'être paranoïaque, prévient un empoisonnement alimentaire simultané qui laisserait l'avion sans commandement valable. Un détail infime, qui coûte rien mais qui sécurise tout. Même la nourriture servie aux passagers suit des protocoles d'hygiène draconiens, préparée dans des cuisines certifiées et maintenue à température contrôlée jusqu'à la distribution. Chaque aspect du vol, même les plus banals, est pensé pour préserver la vie et le confort. Peu après le décollage, un bruit sourd accompagne une légère vibration perceptible à travers le plancher. Il s'agit simplement du train d'atterrissage qui se rétracte dans le ventre de l'avion. Ce son, bien que surprenant pour les néophytes, est parfaitement normal, tout comme le claquement sec précédant l'atterrissage lorsque les roues se verrouillent en position basse. Ces bruits marquent la transition entre le mode terrestre et le mode aérien, une reconfiguration mécanique fluide et maîtrisée. De même, le ronronnement constant de la climatisation, le sifflement des volets ou l'augmentation progressive de la puissance des réacteurs en montée font partie de la bande-son habituelle du vol. Si un bruit insolite traverse la cabine, observez simplement l'attitude de l'équipage. Si les hôtesses continuent leur service avec sérénité, échangeant des sourires et des paroles apaisantes, c'est que tout fonctionne comme prévu. Leur calme est votre baromètre le plus fiable. Formées à reconnaître chaque sonorité du fuselage, elles savent distinguer le fonctionnement nominal de l'anomalie réelle. Leur professionnalisme tranquille, forgé par des milliers d'heures de vol, dissipe naturellement les inquiétudes. De même, lorsque le brouillard enveloppe une piste et réduit la visibilité à quelques mètres, les avions atterrissent tout de même avec une précision chirurgicale. Guidés par des faisceaux radio et des ordinateurs de bord, ils suivent une trajectoire virtuelle invisible jusqu'au toucher des roues, prouvant que la technologie et l'humain peuvent coopérer pour vaincre même l'opacité la plus dense. Les éclairs frappent les avions avec une régularité surprenante, environ une fois par an et par appareil, mais ces décharges électriques n'engendrent presque jamais de dommages. La structure métallique ou composite agit comme une cage de Faraday, canalisant le courant le long de la surface extérieure, sans jamais pénétrer dans la cabine. L'électricité entre généralement par le nez ou une extrémité d'aile, circule le long du fuselage et ressort par la queue, refermant le circuit dans l'atmosphère. Les réservoirs de carburant sont isolés, les circuits électroniques blindés et les câbles de commande routés loin des zones sensibles. Après un impact, les techniciens inspectent l'appareil et ne trouvent généralement que de légères marques de brûlure sur la peinture, rapidement effacées lors du prochain polissage. Cette résilience face à la foudre rappelle que l'aviation ne combat pas la nature, mais l'apprivoise. Parallèlement, l'altitude de croisière, située entre 9 et 13 000 mètres, n'est pas choisie au hasard. À cette hauteur, l'air raréfié réduit considérablement la traînée, permettant aux réacteurs de fonctionner à leur rendement optimal, tout en consommant moins de kérosène. De plus, cette strate atmosphérique se situe au-dessus de la majeure partie des perturbations météorologiques. Les tempêtes et les turbulences thermiques restent bien en dessous, offrant un tapis d'air lisse et prévisible. Les courants jets, ces rivières de vent rapides, peuvent être exploités comme des ascenseurs naturels ou évités lorsqu'ils deviennent hostiles. Chaque choix d'altitude est un calcul silencieux entre économie, confort et sécurité, une recherche constante de l'équilibre parfait dans l'immensité bleue. Derrière chaque billet d'avion se cache une logistique planétaire d'une complexité vertigineuse.
Les compagnies organisent des réseaux en étoile, où les grands aéroports servent de pivot, reliant des centaines de destinations secondaires. Un voyageur peut embarquer dans une ville modeste, correspondre dans un hub international et atterrir sur un autre continent le même jour, le tout orchestré sans heure. Planifier ces rotations exige d'optimiser la rotation des appareils, la rotation des équipages, la disponibilité des portes d'embarquement et les correspondances passagers. Lorsqu'une intempérie ou une panne perturbe ce fragile équilibre, des centres de contrôle opèrent jour et nuit pour rerouter les flottes, réassigner les personnels et rebooker les voyageurs, parfois en affrétant des avions supplémentaires. Coordonner des milliers de vols quotidiens impliquant des dizaines de milliers de professionnels relève de l'exploit mathématique et humain. Pourtant, ce système fonctionne avec une régularité qui force le respect. De même, les pilotes de fret, souvent méconnus, parcourent le ciel pendant que le monde dort. Ils transportent des marchandises périssables, des composants électroniques, des médicaments urgents, maintenant la circulation sanguine de l'économie mondiale. Leur environnement de travail, dépourvu de passagers, offre une quiétude particulière, propice à une concentration profonde. Ensemble, passagers de jour et cargos de nuit, tissent une toile ininterrompue qui maintient la planète en mouvement, preuve que le ciel ne dort jamais. Même lorsque nous fermons les yeux, le bruit des avions a considérablement diminué au fil des décennies, transformant la relation entre les aéroports et les riverains. Les premiers réacteurs des années 60 hurlaient avec une puissance assourdissante, audible à des kilomètres à la ronde. Face aux plaintes légitimes des communautés, les ingénieurs ont repensé l'architecture des turbines. Les turbofans modernes aspirent d'énormes volumes d'air qu'ils accélèrent progressivement, plutôt que violemment, réduisant drastiquement les décibels émis. Les profils de décollage et d'atterrissage sont désormais plus raides, permettant aux appareils de grimper rapidement au-dessus des zones habitées et de descendre directement vers les pistes sans survoler inutilement les quartiers. Des écrans acoustiques et des programmes d'isolation phonique pour les logements voisins complètent ces avancées. Un avion de ligne contemporain est une fraction du volume de ses ancêtres, prouvant que le progrès technique sait aussi se faire discret. Cette évolution s'inscrit dans une quête plus large de durabilité. L'industrie explore activement les propulsions hybrides et électriques pour les courtes distances, tandis que les carburants d'aviation durables, issus de matières renouvelables, commencent à remplacer le kérosène fossile sur les vols long courriers. L'hydrogène liquide est également étudié comme vecteur énergétique propre. La transition sera longue, exigeante, mais la détermination est ferme. Le rêve de voler ne doit pas compromettre l'avenir de la Terre qui le rend possible. Chaque innovation écologique est un pas vers un ciel plus léger, où l'homme traverse les nuages sans laisser de traces lourdes. Le vol supersonique pourrait faire son retour, porté par de nouvelles ambitions et des technologies révisées. Bien que le Concorde ait pris sa retraite, plusieurs constructeurs développent des appareils capables de franchir le mur du son, avec une empreinte acoustique et environnementale maîtrisée. Le défi principal reste le bang sonique, qui interdisait les survols terrestres. Les nouvelles formes de fuselage et les profils d'ailes avancés visent à atténuer cette onde de choc en un grondement sourd, ouvrant potentiellement la voie à des trajets continentaux ultra rapides. New York à Tokyo en 5 heures au lieu de 11 n'est plus une utopie, mais un objectif d'ingénierie actif. Parallèlement, l'aviation militaire repousse les limites vers l'hypersonique, dépassant 5 fois la vitesse du son, là où les lois de l'aérodynamique classique cèdent la place à la physique des plasmas. Ces recherches extrêmes, bien que éloignées du voyage civil, nourrissent indirectement l'aviation commerciale par des retombées en sciences des matériaux et en refroidissement actif. Dans un registre différent, les drones investissent massivement l'espace aérien, des petits quadricoptères de loisirs aux immenses plateformes de surveillance. Leur intégration sécurisée dans les couloirs fréquentés par les avions habités constitue le prochain grand défi réglementaire et technologique. Les algorithmes de détection et d'évitement, la géolocalisation précise et les corridors virtuels se dessinent pour permettre une cohabitation harmonieuse. Le ciel devient un écosystème mixte où l'homme et la machine partagent les mêmes nuages, guidés par une vision commune de la sécurité et de l'innovation. L'aviation a profondément transformé la manière dont nous vivons nos relations et explorons le monde. Avant l'ère du transport aérien abordable, quitter son pays signifiait souvent couper les liens
avec ceux que l'on laissait derrière soi. Les lettres mettaient des semaines à parvenir. Les appels téléphoniques coûtaient une fortune. Aujourd'hui, des familles séparées par des océans se retrouvent pour les fêtes. Des grands-parents tiennent dans leurs bras, des petits-enfants nés à l'autre bout de la planète, des étudiants partent étudier à l'étranger avec la certitude de pouvoir rentrer en cas de besoin. Cette connectivité a redessiné la carte émotionnelle de l'humanité. Elle a aussi accéléré les échanges culturels, permis le tourisme de masse et favorisé une compréhension mutuelle qui dépasse les frontières. Derrière ces rencontres se trouvent des aéroports qui fonctionnent comme de véritables cités autonomes. Ils abritent des restaurants, des hôtels, des cliniques, des postes de police, des centrales électriques et des réseaux de transport internes. Des dizaines de milliers de personnes y œuvrent chaque jour, des bagagistes aux douaniers, des techniciens aux commerçants. La logistique y est titanesque. Acheminer l'eau potable, évacuer les déchets, alimenter les milliers de véhicules, livrer le kérosène aux avions et les repas aux compagnies. Malgré cette complexité, ces hubs tournent avec une fluidité remarquable, machines invisibles soutenant le miracle visible du décollage. Ils sont les carrefours du monde moderne, lieux de transit où les destins se croisent brièvement avant de reprendre leur course. Foin sec au manque d'espace urbain, l'humanité a repoussé les limites de la géographie pour construire des aéroports là où la terre manquait. Certains ont été édifiés sur des îles artificielles, créées en déversant des millions de tonnes de roches et de sable dans la mer. Ces prouesses d'ingénierie civile, comme celles de Kansai ou de Hong Kong, ont permis d'éloigner le bruit des zones résidentielles tout en offrant des pistes dégagées survolant l'océan. Elles doivent résister aux tempêtes, aux affaissements progressifs et à l'érosion saline, nécessitant une maintenance constante et des digues protectrices. D'autres pistes s'avancent sur des terres gagnées sur les vagues, comme à Nice ou à Gibraltar, où l'aviation cohabite avec la route et le rail dans un balai urbain unique. Ces solutions audacieuses illustrent la capacité humaine à adapter le terrain aux besoins du ciel. À l'opposé, certains aéroports défient l'altitude, perchés à plus de 4000 mètres dans les montagnes himalayennes ou tibétaines. Là-bas, l'air est si raréfié que les avions ont besoin de pistes plus longues pour générer la portance nécessaire et que les moteurs perdent une partie de leur puissance. Les équipages y subissent des formations spécifiques pour gérer la densité atmosphérique et les turbulences orographiques. Malgré ces défis extrêmes, ces plateformes vitales désenclavent des communautés isolées, reliant des vallées reculées au reste du monde. Ils témoignent que l'aviation ne connaît ni montagne infranchissable, ni océan infranchissable. Seulement des problèmes ingénieusement résolus. Il existe une magie indéniable dans le décollage d'un avion. Placez-vous en bout de piste et ressentez l'expérience dans votre corps. Les réacteurs rugissent, une vibration grave résonne dans la poitrine, puis l'appareil s'élance. D'abord lentement, puis avec une accélération irrésistible. Les roues quittent le sol dans un souffle, et soudain la pesanteur semble s'effacer. L'avion grimpe, s'incline doucement, disparaissant dans l'azur comme une flèche de lumière. Ce spectacle se répète des dizaines de fois par jour, partout sur la planète, et pourtant, il ne cesse d'émerveiller. Chaque envol est un petit miracle, une victoire silencieuse de l'esprit sur la matière. Regarder par le hublot offre un privilège rare, voir le monde rétrécir, les champs devenir des patchworks, les rivières des rubans d'argent, les montagnes des rides douces sous la neige. Au-delà des nuages, le soleil brille d'un éclat pur, indifférent aux orages d'en bas. Cette perspective élève l'âme, rappelant la fragilité et la beauté de notre planète suspendue dans le vide. Si vous le pouvez, choisissez parfois un siège près de la fenêtre. Laissez votre regard errer sur l'horizon courbe, observez les traînées blanches qui se dissolvent lentement, écoutez le bourdonnement régulier des moteurs qui vous bercent. Vous n'êtes plus un simple passager, vous êtes un voyageur du ciel, participant à l'une des plus grandes aventures humaines. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez cette douceur vous porter vers un repos mérité. Bonne nuit et bon vol.